fut un démocrate et européen convaincu. Homme d'une grande humilité, son histoire est aujourd'hui en partie oubliée. C'est pourquoi, dans le cadre du concours de la Résistance 2013, nous, jeunes aux Savoyards du XXIe siècle, voulons rendre hommage à ce grand homme. Il est né le 8 janvier 1900 au château de Saint-Loup-les-Gris en Haute-Saône. Héritier d'une grande famille noble savoyarde, il est le fils du comte René de Menthon et de son épouse Marguerite. René était officier de la marine nationale et il servit dans l'état-major de son cousin, le maréchal Lyautey. Il fut aussi député de Haute-Saône de 1919 à 1928. La famille de Menthon est l'une des plus vieilles et prestigieuses familles de la noblesse savoyarde, puisque ses origines attestées remontent au XIe-XIIe siècle dans le village et le château qui portent le même nom, Menthon-Saint-Bernard, sur les rives du lac d'Annecy. Ce fut au XVIIIe siècle une famille des Lumières qui accueillit dans son château Jean-Jacques Rousseau. Le saint patron des Alpes et des chasseurs alpins, Saint Bernard de Menthon, serait un lointain ancêtre de la famille. La jeunesse de François est marquée par son engagement au sein des jeunesses catholiques. Il est président de l'Action catholique de la jeunesse française et il y intègre la jeunesse chrétienne ouvrière. Il se marie en 1922 avec Nicole de Saint-Seine qui lui donne 6 fils entre 1923 et 1937. Il réussit l'agrégation de droit et devient professeur d'économie politique à l'université de Nancy. C'est là qu'il s'engage en politique au centre droit. La Seconde Guerre mondiale éclate et malgré ses 40 ans et ses 6 enfants, il s'engage volontairement. Capitaine, il est blessé et hospitalisé à Saint-Dié. Il revient à Menton en septembre 1940. C'est alors qu'il fonde le mouvement et le journal clandestin Liberté. 10 numéros paraissent entre 1940 et 1941, jusqu'à la naissance de Combat, issus de Liberté et de Vérité créés par Henri Freinet. En janvier 1942, il reçoit Jean Moulin au château de Menton. Celui-ci le convainc des intentions patriotes et républicaines du général de Gaulle. Moulin crée le comité général d'études, préfiguration du Conseil national de la résistance, et Menton en est l'un des membres les plus actifs. Ses responsabilités nécessitant un contact direct avec la France libre, il rejoint Londres le 1er août 1943. De là, il part pour Alger. Le 4 septembre 1943, le général de Gaulle le nomme commissaire à la justice dans le Comité français de la libération nationale. Le 18 juin 1944, il préside à Casablanca les commémorations du 4e anniversaire de l'appel du 18 juin. En 1944, il est nommé garde des Sceaux et ministre de la Justice du gouvernement provisoire de la République française. Il est en charge du très difficile dossier de l'épuration et prépare les procès du maréchal Pétain, de Charles Maurras et de nombreux collaborateurs. Il est ensuite procureur de la République française au procès de Nuremberg et qualifie le chef d'accusation de crime contre l'humanité. Après-guerre, il est fait compagnon de la Libération. Fondateur du mouvement républicain populaire, il est député de Haute-Savoie de 1946 à 1958 et maire de Menton de 1945 à 1977. C'est aussi un Européen convaincu. Il est membre du comité qui donne naissance au Conseil de l'Europe et membre de l'Assemblée de 1950 à 1958. Entre 1952 et 1954, il préside le Conseil de l'Europe. En désaccord avec le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, il se retire de la politique nationale et se consacre à l'Europe, à son métier de professeur d'université à Nancy et à sa mairie de Menton. Cette opposition lui vaudra une mise à l'écart qui explique qu'il est aujourd'hui méconnu du grand public. Le 2 juin 1984, au lendemain d'une chute, il s'éteint à l'hôpital d'Annecy, âgé de 84 ans. Il est enterré au cimetière de Menton-Saint-Bernard, au contrebas du château millénaire de sa famille. Ce grand humaniste a choisi lui-même son épitaphe. Un homme du XXe siècle parmi d'autres, né le 8 janvier 1900, rappelé à Dieu le 2 juin 1984. C'est à l'automne 1940 que François de Menthon a l'idée de créer un journal clandestin. Le 18 novembre 1940, il explique le projet à son cousin Gérard Dujeu, qui a déjà publié une feuille d'information clandestine intitulée Les cahiers de la France libre. Celui-ci est enthousiaste et apporte une aide essentielle à son cousin. Le 25 novembre 1940, il paraît le premier numéro qui est encore très artisanal et typographié sur une machine à alcool. Ce premier numéro est largement diffusé sur Annecy jusque chez le préfet. Gérard Dujeu est arrêté par le commissaire d'Annecy le 10 décembre et transféré à la prison de Montluc, à Lyon, jusqu'au 17 janvier 1941. Il arrête là sa résistance. François de Menthon demande à son beau-frère Guy de Combaud d'imprimer Liberté à Marseille. Peu à peu, de nombreux résistants rejoignent le mouvement. Dès son premier numéro, le journal refuse d'attaquer le maréchal Pétain, non par soutien, mais pour ne pas se couper des Français encore largement favorables à Pétain. La diffusion des numéros de Liberté est irrégulière selon les principales villes.
Montpellier est la ville la plus fournie. Elle reçoit en tout 14 000 numéros des 4 premiers tirages. Rassemblés, ces 4 premiers numéros furent tirés plus de 39 000 exemplaires. Il semble qu'un tirage moyen d'un numéro de Liberté soit de 10 000 exemplaires. C'est un succès de la presse clandestine. Les thèmes abordés sont variés. On y trouve les consignes d'action, des tracts, de la politique intérieure et étrangère, et enfin des nouvelles de la résistance. En 1941, le mouvement Liberté de François de Menton fusionne avec le mouvement Vérité d'Henri Fernet, ce qui donne naissance à Combat, qui est l'un des principaux mouvements de la résistance. Liberté fut publié les 25 novembre 1940, 10 décembre 1940, 10 janvier 1941, 5 février 1941, 5 mai 1941, 30 mai 1941, 30 juin 1941, 25 juillet 1941 et 1er octobre 1941. Liberté numéro 3. Consigne d'action. 1. Chaque centre régional constituera dans toutes les localités urbaines de son ressort des groupes de propagande et d'action. Dans les villes importantes, spécialisez ces groupes selon les milieux. 2. Pas de réunion. Les mots d'ordre seront transmis oralement d'échelon en échelon, de responsable à responsable. 3. Stricte discipline. Pas d'agitation ni de précipitation. Une action calme, méthodique. 4. Propagande de tous les instants orientée dans le sens suivant. 1. La défaite n'est pas consommée puisque la guerre de nos alliés continue. 2. La défaite de mai-juin 1910 n'est pas due à la défaillance de nos soldats ou de leurs chefs, mais à la trahison des défaitistes et à l'incapacité des dirigeants. 3. La France conserve des forces intactes, sa flotte, son empire, spécialement l'Afrique du Nord, et des réserves d'hommes, de courage et de valeurs militaires. 4. L'ennemi reste l'ennemi. 5. La défaite finale de l'Allemagne est certaine. 6. La France, pour son honneur et pour son intérêt, ne peut pas être absente du camp des vainqueurs au jour de la défaite allemande. 7. Rappel journalier du sort de nos 2 millions de prisonniers, de celui des Français d'Alsace et de Lorraine, et celui des Français de la zone interdite et de la zone occupée. Liberté numéro 4. Consigne d'action. 1. Redoubler de prudence pour ne pas compromettre l'avenir du mouvement. 2. Établir une liaison étroite avec tout autre mouvement de même orientation, mais conserver notre entière liberté. 3. Organiser méthodiquement la propagande par le journal avec des listes bien tenues à jour et des correspondants responsables. Liberté numéro 5, consigne d'action. Notre mouvement se développe avec rapidité et le dévouement de nos militants est admirable. Cependant, nous mettons en garde les meilleurs d'entre eux contre 2 dangers. 1. Celui d'une agitation prématurée qui compromettrait l'avenir en attirant trop vivement l'attention de l'ennemi. 2. Celui de compromission avec des agents doubles, souvent étrangers, qui travaillent en réalité pour la Gestapo. Le mouvement Liberté a fait ses preuves. Restez nous-mêmes. Vos chefs ont pris tous les contacts nécessaires et le jour venu réaliseront dans l'unité française leur front unique contre l'ennemi. D'ici là, poursuivons notre œuvre propre, reconstituer en zone libre l'unité de la pensée française à l'égard de l'ennemi. Le premier but à atteindre est de former dans toutes les localités un peu importantes des groupes Liberté. Un responsable par région, par département, par ville, par quartier ou par milieu professionnel. Une action personnelle de propagande menée de proche en proche, la diffusion de Liberté autant que possible de la main à la main. Nous pensons pouvoir prochainement augmenter notre tirage et paraître plus fréquemment. Liberté numéro 8. Consigne d'action. Consigne principale. Constituer partout une véritable organisation à l'abri des indiscrétions et parfaitement articulée. Il faut que celle-ci soit terminée dans chaque région et chaque département pour le 1er octobre. Se procurer en même temps les moyens financiers indispensables dans chaque région et chaque département. Consigne permanente. 1. Action personnelle de propagande. 2. Boycottage de la presse plus ouvertement collaborationniste. 3. Diffusion de Liberté. 4. Diffusion de tracts sous forme de chaînes.
Liberté numéro 2, 10 décembre 1940, prise de position. On nous demande de part et d'autre de préciser nos objectifs. Ils sont simples. Nous nous battons pour la liberté de la France et pour les libertés françaises. Pour la liberté de la France, nous nous battons contre ceux avec lesquels nous nous considérons toujours en guerre, Hitler et Mussolini, et contre leurs alliés de l'intérieur qui acceptent définitivement notre défaite et désirent notre soumission totale aux maîtres de l'Allemagne. Nous nous battons pour Strasbourg, Metz, Nice, la Corse, pour notre empire. Plus encore, nous nous battons pour l'âme de la France qui ne peut être étouffée dans une Europe nazifiée. Pour les libertés françaises, nous nous battons contre Hitler et ses disciples français qui veulent imposer à notre pays un régime totalitaire calqué sur celui des dictateurs. Nous nous battons pour la liberté de penser et d'écrire, pour la liberté religieuse, pour la liberté scolaire, pour la liberté de la famille, pour la liberté du syndicat et de la profession, pour la liberté politique dans la commune et la cité. Nous nous battons pour la liberté de la personne humaine à l'égard de l'État, sachant quelle atroce régression pour la civilisation constitue un régime totalitaire. Sauvons tous ensemble la France et les valeurs françaises. Ensuite, entre nous seuls, nous donnerons à notre pays des institutions respectueuses de toutes nos libertés, mais plus adaptées que celles de la Troisième République, aux disciplines nécessaires de la vie collective contemporaine et à la poursuite du véritable progrès social. Liberté numéro 4. Notre combat. Nous continuons et continuerons quelles que soient les conditions de demain, dans le combat sacré qui se poursuit pour la France et pour toutes les valeurs humaines. Notre vie ne nous appartient plus. Ce combat, nous le mènerons quoi qu'il arrive, sur le sol de la patrie, parce que c'est là que nous pouvons servir davantage et parce que c'est là que l'ennemi sera finalement vaincu. Nous combattrons la propagande défaitiste, ranimerons les énergies, entretiendrons la grande espérance, dénoncerons les imbéciles et les traîtres qui se mettent au service de l'Allemagne. Nous dénombrerons les courages sur lesquels on pourra compter au jour de l'action. L'heure de la libération, l'heure de la victoire sonnera, proche ou lointaine. La France, grâce à nous, y participera activement. Liberté numéro 8. Pourquoi nous ne voulons pas du film Le Juif Sousse? Le film Le Juif Sousse est un appel à la haine. Le message français dans le monde est un message de noblesse, de respect des personnes, de justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. Un message de liberté, de confiance, un message de chevalerie. Si nous devenons racistes, injustes et oppresseurs, nous n'avons plus de message à porter. Il n'y a plus qu'à disparaître en nous intégrant à la jungle. Nous sommes vaincus, c'est exact, provisoirement. Une collaboration économique qui consiste à travailler pour l'allemande. Nous sommes obligés de l'accepter, nous le subissons provisoirement. Une collaboration politique qui nous désarme et nous ampute de quelques territoires. Nous sommes obligés de l'accepter provisoirement. Mais une collaboration d'esprit qui nous ferait penser à l'allemande, agir et haïr de l'allemande, jamais, jamais un pays, même vaincu, n'a livré son âme, nous voulons la garder. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonjour Madame la Comtesse, je suis Max, nous avons rendez-vous avec François. Nous vous attendons. Entrez, messieurs. François travaille dans la bibliothèque, je vais chercher. Bonjour François. Bonsoir. Henri. Bonsoir. Pourrions-nous nous entretenir seul à seul? Oui, suivez-moi.
Quelle somptueuse bibliothèque vous avez là. En effet, c'est notre trésor. Elle compte plus de 12 000 ouvrages, tous antérieurs à la Révolution française. D'après les plus vieux documents, la famille sera installée ici depuis près d'un millénaire. Le général de Gaulle m'a demandé de créer un comité général d'études et nous aimerions que vous en fassiez partie. Je serai très honoré de rejoindre la cause. Je n'en attendais pas moins de vous. Suivez-moi, nous allons au salon. Alors, tout d'abord, bonjour Monsieur de Menton, merci de nous accueillir. Nous aimerions en savoir plus sur votre personne. Oui. Donc, lors de la guerre, vous étiez très jeune. Avez-vous des souvenirs? Oui, je me rappelle très bien de l'époque de la guerre, puisque ici d'abord c'était les Italiens qui occupaient le château. Et c'était pas... On était en très bon terme avec eux, puisque les Italiens ne voulaient pas du tout embêter les Savoyards, ils voulaient récupérer la Savoie, donc ils étaient très gentils avec nous. Oui, j'avais des souvenirs. Oui. Jean Moulin aussi, j'ai vu aussi. D'accord, très bien. En quelques mots, quel homme était votre père? Quel homme était mon père? Mon père, c'était un intellectuel qui pensait aux idées, c'était pas du tout... c'est pour ça qu'après, dans l'histoire de la résistance, il y a un peu des disputes. C'était pas du tout un homme de guerre. Il s'est engagé dans la résistance pour combattre le nazisme, mais par les idées. C'était un homme de réflexion. Il était professeur de droit. Métier, oui. Bien, et quel souvenir le plus marquant conservez-vous de lui? Le souvenir le plus marquant, c'est quand en fait on l'a pas vu pendant 3 ans. Et il est venu nous voir ici 3 ans quand il est revenu à Paris. Il a pris plusieurs jours pour venir ici en Savoie, voir le plateau des Glières, le cimetière de la Moubette. Et il est venu nous voir. Les 2 frères, on était 2 frères ici à ce moment. Et puis ma mère, puis nous a vus. Pour nous, c'est le plus marquant. Le reste, on ne connaissait pas grand-chose. Moi, j'étais petit, je suis né en 1935, j'étais petit et je ne me rappelle pas du tout des épisodes de la résistance. Et dernière question, je crois que votre grand-père aussi était un héros de la résistance. Mon grand-père mon grand-père a été fait prisonnier quand les Allemands ont su. Mon père a été nommé par De Gaulle ministre à Alger. Ils nous ont pris essayé de prendre les gens de la famille. Nous, on avait changé de nom, donc ils ne nous ont pas trouvés. Ils ont pris tous les gens qui étaient apparentés à la famille, dont mon grand-père, qui est resté 8 mois en prison et qui a été libéré par la résistance. Et puis mon grand-père aussi célèbre parce qu'il a accueilli des enfants juifs pendant la guerre. Il habitait en Haute-Saône et il a eu trois enfants juifs qu'il a gardés pendant toute la guerre. On est allé d'ailleurs à Jérusalem là, au mois de septembre pour recevoir la médaille. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci encore. Rien. Mais je pense, et j'y reviendrai par la suite séparément, pour le crime contre la paix,
et pour le crime de guerre, que cet ensemble de crimes contre l'humanité ne constitue en définitive rien d'autre que la perpétration à des fins politiques et sous une forme systématique de crimes de droit commun. L'étendard